Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité, Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Alors ministre d'Emmanuel Macron pendant 6 ans, après avoir participé à sa première campagne présidentielle, vous avez été la révélation politique du premier quinquennat, de l'égalité homme-femme à l'économie sociale et solidaire, en passant par la défense de la laïcité ou la lutte contre les racismes. Vous avez bataillé dur et ferme face aux oppositions, souvent attaqué, critiqué par vos détracteurs, mais aussi jalousé par vos collègues pour votre proximité avec le couple Macron, notamment avec Brigitte Macron, et il faut le dire aussi du fait de votre popularité. Alors vous voilà désormais en retrait de la vie politique. Est-ce que ça vous pèse, Marlène Schiappa, de ne plus être ministre ? Pas du tout. Non ? C'est un soulagement ? Non. Je dirais pas jusque-là. Je dirais d'abord que c'était un grand honneur d'être ministre pendant 6 ans. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une cité HLM, sur le périphérique de Paris. Voilà, j'étais dans une famille nombreuse. Ma mère, elle avait 4 enfants. Je pense que si on avait dû faire des pronostics dans une classe à la rentrée et si on avait dit aux profs, dites-nous quel élève va devenir ministre, je pense pas que qui que ce soit aurait parié sur moi. Donc, grâce à mon engagement avec Emmanuel Macron et l'engagement que j'ai porté dans le monde associatif, parce que j'ai présidé une association que j'ai fondée pendant 10 ans, et vous étiez auparavant élu au Mans. Exactement. Donc c'est un honneur d'avoir servi son pays pendant 6 ans. C'est long, 6 ans, quand on est ministre. En général, la durée de vie d'un ministre, c'est 1 an, 18 mois, 2 ans maximum. Alors, il y avait juste Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui avaient la même longévité que moi. Et Elisabeth Borne aussi. Elisabeth Borne, mais première ministre. Première ministre. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris de vos 6 ans au gouvernement ? J'ai appris énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses humainement, j'ai appris des choses sur moi-même. Et puis j'ai appris, par exemple, moi, j'avais jamais fait de diplomatie. Quand on est ministre, il y a des moments où on a des engagements. Je suis partie à l'ONU, j'ai présidé un G7 sur l'égalité femmes-hommes. J'ai dû convaincre les États-Unis, période Trump, de signer un texte en soutien au droit à l'avortement, ce qui était vraiment extrêmement difficile. Plus récemment, on est allé à l'ONU faire voter une résolution sur l'économie sociale et solidaire. J'ai présidé un conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pas quelque chose qu'on vous apprend. Moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, c'est pas courant. Et voilà, donc j'ai appris tous les jours, j'ai appris des choses. Surtout, j'ai eu la chance de côtoyer des gens incroyables au ministère de l'Intérieur, de côtoyer des généraux, des préfets, de côtoyer le président de la République, bien sûr, voilà, d'être en lien avec des gens. Ça me fait penser à une chose, des généraux, des préfets. Oui. Je crois, vous allez me dire si c'est vrai, qu'à 18 ans, vous avez voulu être gendarme. Oui, gendarmette absolument. Ou gendarme, comment on dit ? Je sais pas comment on dit, gendarme. Gendarme. Ouais, j'ai passé le concours d'entrée de la gendarmerie quand j'étais en classe de terminale. Vous l'avez réussi, ce concours ? J'ai réussi, ouais. Donc vous auriez pu être gendarme ? J'aurais pu être gendarme. Et pourquoi voilà. ça n'a pas été le cas ? Écoutez, finalement, j'étais ministre déléguée au ministère de l'Intérieur, c'était pas mal aussi, et ça m'a permis de travailler avec des gendarmes, voilà. Moi, je trouve que c'est... En fait, j'ai toujours été attirée par les métiers des forces de l'ordre, parce que pour moi, ce sont des métiers de justice. Vraiment, la racine de mon engagement, c'est la révolte face aux injustices. Et quand on est policier ou gendarme, tous les jours, on va aider des gens dans la difficulté. On va défendre un peu la veuve et l'orphelin, les gens qui sont victimes de violences, qui sont maltraités. On va protéger les plus faibles. Voilà, je trouve que ce sont des métiers nobles. On va parler de votre engagement au ministère de l'Intérieur, notamment auprès de Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous avez appris d'Emmanuel Macron ? Vous avez été 6 ans sa ministre. Un sang-froid à toute épreuve, beaucoup de courage. Voilà. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont eu cette intuition, alors qu'il était, même juste avant qu'il soit ministre, d'ailleurs, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, le sénateur maire du Mans, Jean-Claude Boulard, j'étais dans son équipe au Mans, donc, connaissait Emmanuel Macron, travaillait avec lui, et il nous disait, suivez vraiment, suivez-le, il est incroyable, vous verrez, il va nous étonner. Et du coup, je me suis intéressée en marche. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je fais partie des premiers, quand on était 15 dans le petit QG, à l'époque, à Montparnasse, et qu'on se disait, à l'époque, vous vous souvenez, tout le monde pensait que Alain Juppé serait président de la République, et après que François Fillon serait président de la République. Nous, on nous disait, mais vous êtes des dingues, vous n'avez pas d'élu, pas d'argent, pas de parti, pourquoi vous partez avec Emmanuel Macron ? Quelque part, il ne faut pas être dingue pour faire de la politique ? Si, mais je crois que c'est Georges-Marc Benamou, si je ne me trompe pas, qui a dit, la politique ne rend pas fou, la politique attire les fous. Voilà. Vous êtes une folle ? Je pense qu'il faut, honnêtement, pour décider de devenir ministre et de passer des après-midi entières à se faire hurler dessus par des centaines de personnes au Parlement, à devoir rendre des comptes sur chaque moindre aspect de sa vie personnelle et à avoir un peu ce complexe du sauveur, de se dire, grâce à mon action, je vais améliorer la vie du pays, je pense qu'il y a peut-être un petit grain de folie. Donc vous avez appris tout ça d'Emmanuel Macron. On a souvent dit, on le dit encore, que vous êtes proche de Brigitte Macron, c'est vrai ?
Et que aussi, votre maintien au gouvernement, il est dû, votre longévité au gouvernement, il est dû aussi à cette proximité avec Brigitte Macron. Je sais pas, il y a beaucoup de mythes. Moi, par définition, je suis pas dans les conversations entre le président de la République et son épouse. Il y a que eux deux qui savent ce qu'ils se disent et sur quoi ils se disent ces choses. En tout cas, effectivement, moi, j'ai connu Brigitte Macron pendant la campagne présidentielle de 2016-2017. Et c'est vrai qu'elle a des engagements extrêmement forts contre le harcèlement scolaire, pour protéger les enfants face au cyberharcèlement, pour la seconde chance, pour la formation tout au long de la vie. Donc voilà, effectivement, moi j'ai énormément d'admiration pour Brigitte Macron. Et c'est vrai qu'elle a aussi cette capacité humaine à être un soutien pour les gens quand c'est difficile. Voilà, elle sait être présente. Ça a été difficile à certains moments pour vous ? Oui, bien sûr. Vous avez souffert à certains moments ? On va dire que j'ai souffert parce que je vais pas travailler à la mine. Ce serait indécent de se plaindre de sa condition de ministre. Mais il y a des moments difficiles parce que l'actualité est difficile. Quand on est attaqué quand on est attaqué personnellement, c'est une chose, mais on peut faire la part des choses. Le plus difficile, c'est quand vous êtes confronté à des vies. Je me souviens cette nuit où on va accueillir des réfugiés ukrainiens dans un hôtel qui a été aménagé pour qu'ils puissent passer leur première nuit. J'étais maman avec des bébés qui sont en pleurs, qui n'ont pas mangé depuis 24 heures. Une dame qui avait traversé la frontière à pied et elle avait son enfant. Je lui ai demandé comment elle avait fait pour que son enfant marche. Elle parlait pas français et elle m'avait fait le signe avec ses bras qu'elle a porté son enfant pour traverser la frontière. Voilà, c'est des choses, c'est ça qui est difficile plutôt. Alors ministre, vous avez été ministre issu de la société civile. Ouais. Ça n'a pas beaucoup marché, les ministres issus de la société civile depuis 2017. C'est un constat que vous faites ou pas ? Écoutez, moi j'observe que il y a un peu, je vais défendre mes collègues de la société civile. Je trouve qu'il y a un peu d'injustice. Enfin, d'abord, je trouve que les Français ont un rapport très paradoxal avec la politique. En gros, c'est pas bien de faire de la politique. On considère qu'être politique de métier, c'est pas bien. C'est forcément que vous êtes mal intentionné quelque part. Vous le faites par ego, pour des mauvaises raisons, pour le pouvoir. Et dans le même temps, on demande aux ceux qui exercent des responsabilités d'agir comme des professionnels de la politique. Et pour moi, on a fait un mauvais procès aux gens venus de la société civile. En fait, on les a pas mis peut-être au bon endroit. C'est comme si vous dites quelqu'un est champion de saut à la perche et du jour au lendemain, vous allez lui faire courir la nage de dos crawlé. Et vous pensez à quels collègues quand vous parlez de ça ? Plein de collègues qui viennent de la société civile, qui étaient excellents dans leur domaine. Non, je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui, sauf si je me trompe ou peu. Des gens qui étaient excellents dans leur domaine et on les met ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, répondre aux questions au gouvernement, c'est un exercice en soi. Il faut aimer ça et tout le monde n'est pas formé. Et donc ça veut dire que quelque part, Emmanuel Macron, c'est pas un bon DRH, directeur des ressources humaines. Non, parce que regardez, il y a eu pas forcément bien choisi ses ministres. Non, mais c'est très difficile en fait de choisir des ministres. D'abord, il y a beaucoup de gens qui veulent plus rentrer au gouvernement parce que avec les obligations, la HATVP, etc. Après leur vie au gouvernement, ils savent pas ce qu'ils pourront faire exactement. Ensuite, vous êtes scruté. Il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre sur la place publique ce qu'ils gagnent, avec qui ils vivent, leur vie personnelle. Vous êtes très attaqué pour ce que vous êtes. Il y a une forme très paradoxale quand vous faites de la politique. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder juste ce que vous faites, vos résultats, ce que vous portez, etc. On va regarder qui vous êtes. Et on va vous juger tout autant pour vos lois que pour votre apparence, votre vie personnelle, les qualités ou les défauts qu'on vous prête ad hominem. C'est assez particulier. Alors justement, on vous a jugé aussi pour votre vie antérieure, votre vie d'écrivaine. Tout à fait. C'est important d'ailleurs d'écrire, ça a été important pour vous. Et d'ailleurs, je précise que pendant que vous étiez ministre, vous avez écrit, je crois, une dizaine de livres. Il y a eu des rééditions, mais j'ai écrit des livres en étant ministre. Oui, bien sûr. J'ai défendu d'ailleurs Bruno Le Maire quand il était attaqué pour cela. Je trouve que la littérature, ça doit pas être une passion honteuse. Donc d'abord, l'écriture. Est-ce que vous appréciez écrire ? Qu'est-ce que vous avez appris d'écriture ? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'écriture et la politique ? Oui, c'est très antinomique et très complémentaire parce qu'en politique, vous êtes tout le temps avec des gens. Vous êtes tout le temps en train d'écouter, de parler, de serrer des mains, d'échanger. Vous êtes dans l'interaction permanente. Et l'écriture, c'est une manière d'être aussi dans l'introspection. Quand on est introverti ou qu'on a besoin de moments d'introspection et qu'on fait de la politique, c'est aussi une manière de... Voilà, je crois que c'est Fernando Pessoa qui disait « Être poète n'est pas une ambition que j'ai, c'est ma manière à moi d'être seule. » Et vous êtes écrivaine ou poète ? Poétesse ? Non, je ne veux pas me prétendre être poétesse. Mais j'aime la poésie, comme beaucoup de gens. Et on vous a souvent dépeint comme une écrivaine. Je note ce que je lis ce que j'ai écrit. Frénétique, érotique et polémique. Érotique, vous assumez ? Oui, bien sûr, oui. Moi, je pense qu'il y a tous les sujets sont permis aux femmes, en fait, aucun sujet doit être interdit. Et j'observe que dans le débat public, quand des femmes prennent la parole sur certains thèmes, c'est vrai pour le foot, par exemple, dès qu'une femme parle de foot, on lui fait un procès en incompétence.
pour la sexualité, on n'aime pas trop que les femmes parlent de sexualité. Les hommes pourtant, peuvent vous en en avez parler. parlé de sexualité. Bien sûr, mais parce notamment que ici moi, à Radio J, vous vous souvenez de la petite phrase? Mais bien sûr. Sur les plans A3. Alors, j'ai eu un prix de l'humour politique pour cette phrase prononcée dans votre émission sur, effectivement, je parlais de la polygamie. J'avais dit, on va pas s'interdire les plans A3. Je pense qu'on peut mettre une petite touche d'humour aussi. Vous êtes interdit les plans A3. C'est ma vie personnelle. Mais je pense on peut mettre une petite touche d'humour dans la vie politique. Ouais. C'est pas parce qu'on parle de sujets graves qu'on est obligé d'être sinistre tout le temps. Je pense qu'on peut aussi avoir un petit peu de recul et de point de vue. En tout cas, vous avez été souvent la cible d'attaque et de raillerie du fait d'avoir écrit de la littérature érotique. Qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit du regard des Français et de la société sur les femmes? D'abord, je pense qu'on aime mettre les gens dans les cases. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le discours ambiant, c'est de dire oui, on aime des ministres qui ont fait autre chose, qui ont une autre vie, qui ne sont pas professionnels de la politique, mais en fait, les Français ont envie d'avoir, et je ne juge pas cette envie, mais je la constate, les Français ont envie d'avoir des ministres qui sont juste ministres, qui ont fait de la politique avant, qui en feront après. Je dis les Français, c'est une grande généralité, on peut nuancer, mais j'ai l'impression, quand je regarde les commentaires, que quand on veut que le ministre soit juste ministre. On n'a pas envie de savoir qu'il s'occupe de sa famille, qu'il écrit des livres, etc. Donc voilà, don't act. L'amour, l'érotisme, le sexe, c'est essentiel? Ça fait partie de la vie, oui. Je pense que quand on exerce de surcroît des responsabilités difficiles, c'est mieux d'être accompagné, d'être amoureux, et l'amour au sens large, l'amour familial aussi, le fait d'avoir des parents, des enfants qui vous soutiennent, je pense que c'est fondamental, oui. Et on trouve le temps d'être amoureuse, de vivre en famille, d'avoir une vie de famille, d'avoir une vie amoureuse. Vous vous rendez compte l'espèce de sacerdoce l'espèce de sacerdoce que ça devrait être? Bientôt, il va falloir dire que les ministres ne devraient pas avoir le temps de... si c'est pas non, mais je dis pas que c'est compliqué. Ce que vous dites, mais je pense que ce sont des temps humains, en fait. Il faut prendre le temps de dormir, de manger, de voir sa vie, de voir sa famille. C'est extrêmement important d'être ministre. Bien sûr, on fait des sacrifices. Moi, il y a un nombre incalculable de fois où j'ai pleuré parce que j'ai pas pu aller à la kermesse, à la fête de fin d'année de mes enfants parce qu'il y avait telle obligation gouvernementale en même temps. Je fais venir ma sœur et mes neveux et nièces de l'autre bout de la France. Et en fait, je dois les abandonner parce que je suis réquisitionnée sur un déplacement en dernière minute. Donc, je les ai fait venir et je les ai pas vus. C'est extrêmement frustrant, bien sûr. Il y a des moments où on culpabilise, on est tiraillé. Mais comme dans beaucoup d'autres professions, je pense que quelqu'un qui est chirurgien et qui doit aller au bloc faire une opération et du coup, qui doit laisser sa famille à table et pas partager ce moment avec eux, ressent ça aussi, j'imagine. Ou un employé d'un hypermarché qui travaille le dimanche. Bien sûr, exactement. Quelqu'un qui doit mettre son réveil le dimanche et dire à ses enfants, là, je pars, bonne journée, bon courage et à ce soir. Bien sûr, c'est difficile. L'épisode Playboy, vous regrettez? Non, je suis pas du genre à regretter. Critiqué, y compris par vos collègues à l'époque. Oui. Oui, mais vous l'avez noté en introduction. Les critiques de l'opposition, j'ai envie de dire que chacun dans son rôle. C'est de bonne guerre, l'opposition s'oppose, voilà, c'est ce qui est attendu de sa part. Après, c'est vrai que le manque de solidarité dans une équipe, ça peut être parfois un petit peu plus difficile. Vous en avez souffert? Vous avez des exemples en tête? Non, mais je dirais qu'en fait, sans doute peut-être que moi-même, j'ai parfois manqué de solidarité et je dirais qu'en fait, mais j'imagine. Mais là, pareil, vous avez des exemples en tête? Non, j'ai pas d'exemple, mais chacun est dans son couloir en fait. Et du coup, chaque ministre est dans son ministère, dans son couloir. Il y a en fait peu d'occasions dans lesquelles on se voit et on partage. T'en es où? Tu fais quoi? Tu penses quoi de ci et ça, etc. Si on prend pas l'initiative et si en face, il n'y a pas de répondant pour prendre l'initiative de partager de manière informelle, etc., c'est difficile. Et puis, il y a des frottements de périmètre. Prenons l'exemple du gouvernement actuel, pour pas prendre un gouvernement où je suis moi. Je vois qu'il y a le rapport sur les crèches qui est sorti aujourd'hui. Extrêmement important. Enfin, le livre, pardon, plus exactement. Le rapport était déjà sorti. Qui est sorti cette semaine, oui. Voilà, exactement, sur les crèches privées. En fait, je pense que si vous êtes ministre des Solidarités, vous avez envie de vous emparer du sujet, parce que vous gérez les crèches. Je pense que si vous êtes ministre de l'égalité femmes-hommes, vous avez envie de vous emparer du sujet, parce que ce sont des métiers très féminisés, parce que ce sont beaucoup les mères qui s'occupent de la question. Si vous êtes secrétaire d'État à la petite enfance, vous êtes concerné au premier chef. Et donc, il y a des rivalités entre ministres? Je dirais pas des rivalités, je dirais que, en fait... Court-circuitage. Chacun, c'est pas forcément une mauvaise intention, mais je pense que chacun s'empare du sujet et au final, chacun arrive au moment de l'arbitrage. Et si c'est pas fait en amont, effectivement, il peut y avoir des frottements et chacun a envie de défendre son sujet et c'est normal. Donc, vous êtes une féministe? Oui, absolument. Vous l'assumez. Alors, le féminisme, c'est la place des femmes dans la société, dans tout ça, Marine Schiappa? Je pense que c'est fondamental et je crois que c'est devenu un sujet vraiment politique pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça ne l'était pas précédemment. Il y avait bien sûr des lois, il y avait des ministres, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense notamment à la question des violences conjugales.
Moi, quand je suis arrivée au gouvernement, on nous disait que ce n'était pas un vrai sujet. J'ai un souvenir très précis. La conférence de presse du candidat Emmanuel Macron en 2016 ou 2017, il présente son programme et il dit à cette occasion, moi je vais faire une grande cause, ce sera l'égalité femmes-hommes. Et à l'époque, moi, personne ne sait qui c'est, je suis pas connue, je suis derrière et j'entends ce que disent les uns les autres. J'en sais quoi ta grande cause ? C'est les femmes. Et ça sert vraiment dans l'indifférence générale. Vous pouvez retrouver d'ailleurs... Et vous êtes devenue la ministre qui s'est occupée de ça. Bien sûr, vous pouvez retrouver à l'époque, il n'y a pas d'article qui disent que le président avait dit ça. Mais bon, c'était quand même dans la tête des gens. Ouais. Votre vision du féminisme, c'est un féminisme radical ou, je sais pas, un féminisme modéré ? Oui, ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que être féministe, c'est être pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc moi, je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'il faut combattre les violences, je pense qu'il faut protéger les femmes. Je pense pas non plus que tous les hommes soient des violeurs, je pense pas que tous les hommes soient des agresseurs en puissance, je pense pas que les problèmes de ce monde viennent du comportement des hommes, mais je pense que le système crée des inégalités entre les femmes et les hommes et que ce sont celles-là qu'il faut combattre. D'ailleurs, je pense que les hommes peuvent en faire partie. Vous avez suivi cette affaire du baiser forcé entre guillemets. Attendez, justement. Est-ce qu'il y a un signe égal à mettre... là, vous parlez du baiser forcé en Espagne. Oui. Alors, je vous laisse parler, après je vous poserai une autre question. Non, je vous en prie. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il y a eu des déclarations des footballeurs hommes appelant au respect des femmes footballeuses, etc. Et j'ai trouvé ça très positif qu'il y ait cette solidarité entre les hommes et les femmes. Mais alors, est-ce qu'il y a un signe égal à mettre entre une blague sexiste et un viol ? Certainement pas. Certainement pas. Et moi, je suis parfois outrée en tant que féministe quand je vois qu'on traite quelqu'un pour une plaisanterie ou pour quelque chose qui, certes, est déplacé, et certes, c'est un système et un continuum, et il faut déconstruire cela, mais je pense que c'est pas la même chose de faire une blague sexiste ou de commettre un crime. Il doit y avoir une échelle entre... tout ça procède du sexisme et de la même idéologie, mais ça n'est pas un crime de faire une blague sexiste. Il faut quand même garder la mesure des choses parce que je pense qu'à force, on brouille les lignes et on décrédibilise le combat. Quand on va dans une entreprise dire « nous, on lutte contre l'égalité femmes-hommes, on a interdit les blagues », non, je pense que c'est pas ça le combat en fait. Mais alors, vous voyez ce qui arrive en ce moment à Éric Dupond-Moretti pour sa remarque, faite à un homme d'ailleurs, faite à un homme, sur les seins nus. Ça vous paraît justifié cette polémique ou pas ? Moi, je soutiens Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs, je lui ai écrit et on s'est appelé pour parler de ce sujet. J'ai vraiment regardé avec attention ce qu'il a dit et on voit à quel point aussi l'actualité peut déformer des propos. Quand on voit au début le fait qu'il y a une telle indignation sur les réseaux sociaux, on se dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait qui a l'air vraiment terrible ?» Et quand on va vérifier la déclaration, on voit que manifestement, je n'y étais pas, mais manifestement, il se serait... effectivement adressé, parce qu'il y avait un procès. Il s'est adressé à un homme, a priori. En disant, en tout cas, voilà, il constate que... Et je le dis d'autant plus que moi, j'avais soutenu les Femen dans leur procès pour exhibition sexuelle. Donc je pense que le débat de fond, on peut l'avoir. On peut être favorable ou pas au maintien de l'exhibition sexuelle pour les femmes qui montrent leur poitrine. En tout cas, en l'espèce, je pense qu'Éric Dupond-Moretti a voulu faire une démonstration. Et c'est un garde des Sceaux qui est très engagé sur la question de la place des femmes, qui a beaucoup travaillé pour faire progresser la justice face au féminicide, donc je pense qu'on ne peut pas lui faire ce procès-là. Ça veut dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui désormais des tabous, des mots qu'on ne peut plus prononcer ? Oui, mais c'est comme si le débat public, c'était ce jeu tabou. Vous savez, ce jeu, vous avez des mots que vous ne devez pas dire, vous pouvez vous exprimer, mais il y a certains mots qu'il ne faut pas prononcer. Si vous les prononcez, vous avez perdu. C'est un peu ce qui est arrivé à Éric Dupond-Moretti. Il a dit « sain », il ne fallait pas dire. Il ne fallait pas dire ça, et vous dites ça ? Mais moi, je ne joue pas à tabou. Mais alors, ça veut dire que la politique est devenue un jeu de tabou géant ? C'est ça, la politique ? Oui, un petit peu, oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne doit pas dire. Et c'est quoi les mots qu'on ne doit pas prononcer, les choses qu'on ne doit pas dire ? Écoutez, par exemple, pour revenir sur un sujet, sortir du sujet des plaisanteries, aller sur un sujet de fond, sur les questions de laïcité, par exemple, j'ai eu le sentiment parfois que quand on dénonçait une certaine forme d'islamisme, d'emprise, etc., c'était un peu tabou. Pour parler d'un autre sujet, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de natalité, on nous dit on n'a pas le droit de parler de natalité parce que c'est préempté par l'extrême droite. Moi, je suis vraiment opposée à ce raisonnement qui vise à dire que dès que l'extrême droite dit quelque chose, ça y est, ça lui appartient, c'est une OPA et on n'a plus le droit de parler de ces sujets. Si demain, l'extrême droite dit que le ciel est bleu, je ne vais pas dire qu'il pleut pour dire « Ah bah non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec l'extrême droite ». D'ailleurs, parler d'extrême droite, après on parlera du reste. Vous avez vu cette polémique aussi autour du journal du dimanche. Oui. Il y a eu un mot d'ordre au sein de la majorité, au sein du gouvernement. Les ministres, les élus
ne doivent pas donner l'interview au JDD. Vous pourriez donner l'interview au JDD ? Moi, ce que je déteste dans la vie politique, c'est le sectarisme. Et j'ai toujours été cohérente là-dessus. Pour moi, on doit parler à tout le monde. Je suis allée répondre à Valeurs Actuelles, à la Convention des droites. J'étais la seule ministre à le faire. J'ai défendu l'accueil des Ukrainiens à l'époque face à une salle hostile de base et qui après a salué mon courage de venir. Je suis allée aux universités d'été de LFI, parler de ma vision de la République, de la laïcité, de nos désaccords, avoir un débat avec Alexis Corbière. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. Donc le JDD, vous pouvez donner une interview. Pour moi, la question, c'est pas à qui on parle, c'est de quoi on parle. Et moi, je suis allée parler à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est une polémique qui n'a pas de sens. En Des fait, interdits qui n'ont pas de sens. En fait, je pense qu'il faut vraiment lutter contre le sectarisme et qu'il faut vraiment parler et aller convaincre. Et il y a deux choses différentes. Il y a les actionnaires et les journalistes. Mais si on part du principe que, en fait, on va parler dans un média en fonction du comportement de l'actionnaire, alors il faut interroger la totalité des médias dans lesquels on répond. Est-ce qu'il faut répondre à l'humanité ? Est-ce qu'il faut répondre à tel ou tel titre parce que éditorialement, on n'est pas d'accord avec ce titre ? Moi, je ne le crois pas. Encore une fois, moi, j'ai répondu à tout le monde. J'ai répondu à Causeur il y a quelques mois. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec Elisabeth Lévy politiquement, mais il y a des questions et il y a des réponses à apporter. Pour moi, la politique, c'est aller convaincre. Et si on a le droit de parler que à la petite gazette de la majorité, on va parler à des gens qui sont d'accord avec nous, qui nous apprécient déjà, qui votent déjà pour nous. Mais alors, comment on va convaincre pas d'ostracisme vis-à-vis du JDD et du groupe Bolloré. Moi, je lis le JDD et je vais vous dire, je regarde ces news parfois. Je ne boycotte pas telle ou telle chaîne d'information. Et donc ça veut dire que... Et je pense que c'est pas au gouvernement de décider quelle chaîne de télé ou quel journal est acceptable ou pas. Donc c'est mon point de vue. Je suis peut-être plus libéral que mon ancien gouvernement. C'est Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, et Elisabeth Borne qui avait interdit aux députés et aux ministres de s'exprimer dans le JDD. Non mais chacun... Je sais pas, moi je suis plus ministre, donc je m'exprime où je veux, d'une part. D'autre part, Sylvain Maillard, moi je veux vraiment le saluer. C'est un ami, c'est un excellent député. Voilà, avec des amis. Très engagé. Non, mais en l'occurrence, je pense que Sylvain Maillard, il fait un travail au groupe pour fédérer. Et c'est pas facile, présider un groupe à l'Assemblée nationale. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais à sa place ? Si on sort du débat du JDD, on dit il faut pas répondre à tel journal et on a des députés qui vont répondre. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sanctionne ? Est-ce qu'on débat ? Est-ce qu'on prend des décisions collectives ? Je ne sais pas. Alors on passe. Vous parlez de la rentrée tout à l'heure. La question de l'interdiction de l'abaya est devenue le débat central. Quelque part, de cette rentrée de 2023. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que Emmanuel Macron, Gabriel Attal et le gouvernement, Elisabeth Borne, ainsi de suite, ont eu raison de vouloir interdire l'abaya et le camis ? Et c'est lié d'ailleurs à la loi que vous avez défendue en 2020. Et quand on voit les critiques aujourd'hui, les accusations de LFI contre cette interdiction, et qu'on relit ce qui vous avait été, les accusations dont vous avez fait l'objet en 2020, c'est pareil. Mais moi, souvenez-vous, j'avais voulu interdire les certificats de virginité. C'est quand même une pratique absolument détestable. On va vérifier comme si c'était un cheval ou une jument à qui on vérifierait les dents. On va vérifier physiquement par la force la virginité de la jeune fille pour la démontrer. J'ai fait interdire grâce à notre engagement sur la loi séparatiste. Là, sur la baya... Et je précise les choses, décembre 2020, Jean-Luc Mélenchon, il avait dénoncé, il vous accusez vos intentions de stigmatisation à l'égard des musulmans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend de la part de LFI, Mélenchon et ses amis ? C'est pareil. Oui, mais c'est fou. Concernant D'abord, je veux dire qu'il y a l'immense majorité des musulmans qui vivent en France vivent dans le plus profond respect des lois de la République, et c'est évidemment pas leur sujet. En ce qui concerne la baya, je pense qu'il faut sortir effectivement du petit bout de la lorgnette de pour ou contre la baya, à partir de quelle longueur c'est une abaya ou pas, etc. Et prendre le sujet global. Le sujet global, c'est est-ce qu'on considère que les signes religieux ont leur place dans l'école de la République ? À partir du moment où la réponse a été tranchée en 2004 dans la loi et que la réponse est non, tout signe religieux, que ce soit l'abaya ou tout autre signe religieux de toute autre religion, n'a pas sa place dans l'école de la République. Donc, je ne comprends pas pourquoi on rouvre ce débat alors que c'est dans la loi. Et le président et le ministre de l'Éducation ont été très clairs et ont eu raison de rappeler ça pour ne pas laisser aussi les enseignants un peu démunis en sachant pas ce qu'ils doivent faire. D'ailleurs, les enseignants, les associations de parents d'élèves, même Sophie Binet de la CGT, ils disent une bonne décision. Et pourtant, dirigeants élus de LFI disent le contraire, ils parlent d'une police du vêtement, tout en dénonçant, comme l'ont fait Mathilde Panot, Daniel Obono et d'autres, une islamophobie décomplexée. Ça vous parle ? Non, mais ça fait partie des anathèmes qu'on se jette à la figure dès lors qu'on veut faire respecter la laïcité. On vous dit que vous êtes islamophobe. Ça n'a pas de sens. D'abord, comme je disais, il y a des millions de musulmans et de musulmanes qui ne portent pas la baya à l'école, qui ne manifestent pas leur foi de cette manière.
Donc je pense que c'est un truchement et c'est pas bien ce qu'ils font en fait. Je pense que c'est ça qui divise en fait. C'est essayer d'expliquer à une partie de la population qu'elle est détestée, discriminée, opprimée, quand ce n'est pas le cas et on n'empêche personne de pratiquer sa religion. La loi de 1905, c'est aussi la liberté religieuse et c'est aussi protéger les libertés religieuses. Ce qui a marqué aussi la rentrée, c'est la séquence Médine. Ce rappeur au lourd pédigré antisémite, homophobe, communautariste, tendance frère musulman, anti-républicain, il avait sa place aux journées d'été de LV et des Verts, où d'ailleurs il a été acclamé. Mais moi, vous savez, j'ai vu que Madame Tondelier elle-même a dit que c'était une erreur de l'inviter, que c'était chercher le buzz et l'obtenir de la pire des manières. Je pense que quand on tient des propos antisémites, il suffit pas de dire. Il n'y a pas que l'antisémitisme, il y a d'autres, il y a de l'homophobie, il y a les propos anti-républicains, il y a tout ça. Alors écoutez, moi je vais vous dire, j'ai pas vu l'intégralité de tous ces propos. En revanche, j'ai vraiment vu ces propos, notamment sur l'essayiste Rachel Kahn, et je les ai trouvés odieux. Et je pense que quand on tient des propos comme cela, c'est pas de la maladresse quand c'est répété à cet égard. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui une partie de la gauche est en train de légitimer l'antisémitisme des islamistes que vous avez combattu quand vous étiez ministre? Je pense qu'une partie de la gauche fait du relativisme en matière d'antisémitisme, oui, absolument. Je sais pas si elle le légitime. En tout cas, elle fait du relativisme. Elle fait comme si c'était pas grave. Je rappelle que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit. C'est un délit. Et alors, par rapport aux féministes, vous êtes féministe. Comment vous expliquez que les féministes sont un peu absentes, peut-être trop absentes de ce combat contre l'islamisme radical, et notamment quand ils visent les femmes, parce qu'un certain nombre de féministes, Clémentine Autain et d'autres, ont défendu la baya. Mais vous savez, c'est même plus paradoxal que ça encore. Quand j'ai fait la loi contre le harcèlement de rue en 2018, la France est le premier pays au monde à verbaliser le harcèlement de rue. Il y a même certaines responsables politiques qui se disent féministes. Caroline Dehaze, par exemple, à l'époque. Voilà, qui se sont opposées à la loi en disant que c'était une loi stigmatisante. Quand j'ai demandé, par exemple, qu'on expulse les auteurs de violences conjugales ou de viols qui n'ont pas la nationalité française, ce que font quand même à peu près tous les pays, par exemple le Canada. Si vous allez au Canada, vous n'avez pas la nationalité canadienne et vous êtes condamné pour viol, et ben vous êtes expulsé et c'est normal. J'ai demandé ça en France et elles ont pris la défense, certaines d'entre elles, des violeurs en fait et des auteurs de violences conjugales en disant oui non mais les pauvres ils ont des conditions de vie difficiles, etc. Moi je regarde pas, pour moi en fait l'origine ou la religion d'un auteur de violence n'est ni une circonstance aggravante ni atténuante, et pour elle on a l'impression que parfois on relativise les violences. Et vous pensez à qui quand vous dites pour elle, vous pensez à qui? Celle que vous avez citée dans les propos qu'on peut entendre de Caroline Dehaze, de Sandrine Rousseau, d'autres, de certaines cadres de la France insoumise, sur lesquels moi j'ai de vrais désaccords avec elles, qui sont des désaccords de fond. Et vous avez des accords aussi avec elle ou pas? Oui, j'imagine qu'il y a des accords globaux sur l'objectif de mieux protéger les femmes face aux violences, etc. Mais après, c'est sur le comment qu'il y a des désaccords. L'islamo-gauchisme, ça vous parle? Oui, bien sûr. C'est quoi pour vous l'islamo-gauchisme? Les islamo-gauchistes, c'est quoi? Vous avez 4 heures devant vous. Allez-y, vous avez au moins 2 minutes. Écoutez, tout ce que vous venez... Oui, bien sûr, même plus. Tout ce que vous venez de décrire, voilà, c'est une manière de relativiser et d'instrumentaliser, je dirais, c'est-à-dire prendre à partie une partie de la population en disant « Regardez comme ils vous aiment pas, comme ils vous discriminent ». Moi, j'ai reçu des jeunes au ministère de l'Intérieur à l'époque qui nous disaient « Non, mais il y a des lois contre les musulmans en France ». Je leur dis, mais montrez-moi une seule loi contre les musulmans en France. Il n'y en a pas. Et alors, ce qu'on entend aussi, de la part d'un certain nombre de politiques, de militants, frères musulmans, ainsi de suite, l'islamophobie, est-ce que c'est, comme l'affirment les islamistes, le nouvel antisémitisme? Mais moi, vous savez, j'ai beaucoup utilisé dans ma jeunesse le terme islamophobie. Je trouvais que j'étais sensible à ce terme. Et puis ensuite, j'ai lu le petit livre posthume de Charb qui s'appelle « Lettres aux escrocs de l'islamophobie » et je me souviens plus de la suite du titre. Et à ceux qui font leur jeu, quelque chose comme ça. À qui Jean-Luc Mélenchon avait rendu un hommage formidable en 2015 après son assassinat. Oui. Et dans ce livre, il explique justement à quel point ce qu'on appelle l'islamophobie, en fait, est ni plus ni moins que du racisme. Il dit qu'aujourd'hui, si vous appelez Jean-Michel et que vous êtes musulman et que vous cherchez un appartement à Paris, vous l'obtiendrez probablement, si vous correspondez aux critères. En revanche, si vous appelez Karim et que vous êtes un athée, laïque, qui ne pratique aucune religion, probablement, il y a une probabilité élevée pour que vous soyez victime de racisme. Et donc, il explique qu'en fait, il y a un racisme fort dans la société à combattre, mais que c'est pas de l'islamophobie. Et qu'on doit pouvoir critiquer les religions. C'est le livre de Richard Malka, Le droit d'emmerder Dieu, et le droit d'avoir un regard critique sur les religions et de le dire, et de vouloir que, comme disait Victor Hugo, l'État chez lui, les églises chez elles. LFI, c'est un parti islamo-gauchiste ou pas?
je sais pas, je vais pas qualifier un parti au global. Non, c'est une question, c'est tout. Non, je sais pas, honnêtement, il faudrait que je réfléchisse. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Mélenchon autour notamment de ces slogans que vous avez entendus quand vous étiez ministre, qui continuent aujourd'hui, résistance ou dégagé? Je trouve que c'est extrêmement populiste, en fait. On est dans le tous pourri, la haine des élites. Jean-Luc Mélenchon, il a été ministre plus longtemps que moi. Il a été sénateur, je crois. Plus longtemps que vous, je suis pas sûr, mais il a été ministre. Il a été ministre, en tout cas, il a exercé plusieurs responsabilités ministérielles. Il a été parlementaire. Il a exercé quasiment tous les mandats de la vie politique et je ne l'en blâme pas. Mais aujourd'hui, prétendre qu'il est en gros le vrai peuple contre les élites corrompues qui doivent dégager, je trouve que c'est un peu cocasse. Et quand il dit la police tue? Mais moi, je pense qu'on ne peut pas attaquer la police comme ça de façon générale. Qu'il y ait des questions sur les techniques de maintien de l'ordre, je pense que c'est légitime et qu'on doit pouvoir y apporter des réponses. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, d'ailleurs, avec le Beauvau de la sécurité. Christophe Castaner avait initié d'ailleurs un travail aussi sur ce sujet. Mais moi, je suis contre le fait de dire la police tue ou la police est raciste. Il y a probablement des personnes racistes dans la police, comme il y a des personnes racistes dans tous les métiers. Chez les politiques, chez les professeurs, chez les journalistes. Mais il y a des gens racistes partout, en fait, dans tout groupe humain. Un parti politique, c'est pas un endroit avec une idéologie pure et des examens de pensée à l'entrée. Donc des gens peu recommandables, bien sûr, il y en a dans tous les partis politiques, mais c'est pas pour ça qu'on peut dire que la police en tant qu'institution est raciste structurellement, je pense en tout cas. Et est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des violences policières? Mais il peut y avoir des violences, enfin je veux dire, là on a vécu... Systémique. Non, moi je dirais pas que c'est systémique, je pense que quand il y a des violences, elles doivent être... D'abord, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la force légitime, l'usage légitime de la force, du maintien de l'ordre. Quand vous devez maintenir l'ordre, si vous devez arrêter quelqu'un qui vient d'agresser des gens, vous pouvez faire usage de la force. C'est un usage légitime de la force. Après, quand il y a, je pense bien sûr à Naël ou à des drames, je pense à ce qui s'était passé avec Michel Zecler aussi, vous vous souvenez, ce producteur de musique qui avait été agressé par des policiers. Exactement. Tout tabassé, à fait. Non, mais ça, c'est évidemment honteux, scandaleux. Et l'IGPN met des sanctions. Il y a à chaque fois des enquêtes, des sanctions. La police, c'est un des corps les plus contrôlés. Donc, bien évidemment. Gérald Darmanin, dont vous avez été la ministre déléguée, tout à fait. est pris pour cible par les oppositions et même par une partie de la majorité. C'est justifié ou pas? Vous savez, en politique, quand on a une tête qui dépasse, on est toujours pris pour cible. Je crois que ça s'appelle le syndrome du grand coquelicot. Quand il y a ouais, j'ai vu ça quelque part. Bref, quand il y a un coquelicot qui dépasse dans un champ, là, on a envie de le couper parce qu'il dépasse du champ. C'est ce qui arrive à Gérald Darmanin, c'est ce qui vous est arrivé à vous aussi, quelque part? Oui, mais quand vous êtes visible, vous êtes visé. Voilà, c'est cette expression footballistique. Vous l'imaginez président de la République? Non, vous savez que si je vous réponds ça, il va y avoir une dépêche AFP, Chiappa Darmanin à l'Élysée. Non, mais pas vous, mais les gens qui vont regarder. Donc vous l'imaginez pas président de la République? Pour l'instant, Emmanuel Macron est président de la République, et donc j'imagine que Emmanuel Macron, président de la République, à ce stade. Et dans l'avenir, nous sommes en démocratie, donc nous verrons bien ce qui se passe dans l'avenir. Au passage, selon un sondage via Voice, publié, c'était mardi, je crois, par Libération, bien que toujours jugés radicaux et inquiétants, le Rassemblement national et Marine Le Pen ont gagné en crédibilité et en respectabilité. Et d'ailleurs, Rassemblement national et Marine Le Pen font moins peur que LFI et Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est pour ça que je boucle avec le sujet Gérald Darmanin, si j'ose dire, tout respect que j'ai pour sa personne. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que l'initiative de Gérald Darmanin sur les classes populaires, elle a été salutaire. Je suis allée à Tourcoing, d'ailleurs, la semaine dernière. Ouais, j'étais là. Parce que je trouve ça intéressant qu'on ait un ministre qui prenne une initiative politique, qu'on faire ce qu'on disait tout à l'heure sur la société civile. Moi, je trouve ça bien d'avoir des élus de terrain qui ont gagné des élections, qui ont été maires, parlementaires et qui disent moi, j'ai envie qu'on travaille sur les classes populaires, qu'on réfléchisse et qu'on apporte des solutions pour pas laisser justement le monopole des classes populaires à l'extrême droite. Mais alors, quand on voit ce sondage, on se dit c'est quelque part aussi l'échec de Emmanuel Macron? Non, je ne peux pas blâmer Emmanuel Macron pour tout et rien. Parce que Marine Le Pen, elle monte. Non, mais Emmanuel Macron, face à l'extrême droite, il l'a battu à 2 reprises quand même. Donc s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui fait barrage à l'extrême droite, c'est bien Emmanuel Macron. Et je pense qu'il ne faut pas dévoyer les mots sans cesse. J'ai vu des manifestations dans lesquelles on disait Macron fasciste, d'extrême droite, etc. Enfin, c'est pas vrai. Et à un moment, quand on fait ça, on banalise aussi l'extrême droite. Donc moi, je pense qu'il y a une responsabilité de tous ceux qui ont traité à un moment ou à un autre Emmanuel Macron de fasciste ou de personnes d'extrême droite, de dictateur, etc.,
en n'ayant aucun respect pour toutes les victimes de dictature dans le monde. Je pense que c'est ça qui banalise l'extrême droite. Est-ce que vous dites, comme Gérald Darmanin, qu'il est assez probable que Marine Le Pen remporte la présidentielle en 2027 ? Assez probable. Je ne sais pas, mais j'observe, si je veux faire une analyse froide et politique de la situation, j'observe qu'il y a aujourd'hui des gens qui savent s'exprimer, qui savent répondre. Moi, j'ai fait des débats à plusieurs reprises face à Jordan Bardella, par exemple. Je suis navrée de dire que c'est un excellent débatteur, qu'il sait rester dans le cadre excellent débatteur, il a du cœur ou pas ? Je sais pas, je le connais pas personnellement. Moi, je veux pas dire que les gens sont invalidés en raison de leurs opinions politiques, quelles qu'elles soient. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive, je pense, à donner une impression positive aux gens qui l'écoutent. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils écoutaient Jordan Bardella et qui ne savaient pas qui c'était, et qui se sont dit c'est intéressant ce qu'il dit ce jeune homme. Et ensuite, ils ont compris que c'était quelqu'un du Rassemblement National, et voilà. Et ça manque chez vous à Renaissance ou pas, ça ? Non, mais moi je pense que en fait, le Rassemblement National, d'ailleurs Marine Le Pen, lors de la dernière élection présidentielle, a réussi à laisser à Zemmour et à Marion Maréchal Le Pen toute la partie vraiment extrêmement... les propos qu'on peut qualifier d'extrême droite. Et du coup, elle s'est concentrée Est-ce que vous dites Marine Le Pen est d'extrême droite ? Oui, bien sûr. Oui, Marine Le Pen est-ce que vous dites, comme Elisabeth Borne qui l'avait dit droite. ici, le Rassemblement National, c'est l'héritier de Pétain ? Oui, mais en fait, moi j'avais compris, dans ce débat, j'étais assez d'accord avec le fait qu'on ne combat pas le Rassemblement National en se bouchant le nez et en disant ils sont tous nuls, ils sont méchants, faut pas leur parler, faut pas aller chez eux, etc. Moi je pense au contraire qu'il faut dialoguer, ils sont là en fait. On vit dans la réalité, on vit pas dans un monde théorique où nous on est les gentils, eux c'est les méchants, on leur adresse pas la parole. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi les Français votent pour eux. Alors pourquoi alors justement il y a des classes populaires, il y a le pouvoir d'achat, l'inflation, ainsi de suite. Parce que Marine Le Pen n'est pas aux responsabilités, donc c'est aussi facile mais pour elle de donner... solutions. Elle propose des solutions qui sont de grande généralité et qui sont du coup pas clivantes. Elle a réussi, et c'est un tour de force de communication, elle a réussi à apparaître comme moins clivante et comme plus républicaine. Elle avait condamné les manifestations néo-nazies qui avaient eu lieu, le fait que des gens manifestent le visage caché. Elle a dit qu'en République, on faisait pas ça. Donc elle arrive à polisser son discours. Il faut pas oublier ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Et en ça, je suis d'accord avec Elisabeth Borne. Oui. Donc l'arrière-boutique, c'est l'histoire qu'on connaît du Front National et du Rassemblement National. D'ailleurs, vous parlez de Zemmour à l'instant. La relaxe d'Éric Zemmour pour ses propos sur Pétain, sauveur de Juifs, a été annulée mardi par la Cour de cassation. Il va donc y avoir un nouveau procès Zemmour pour ses déclarations de réhabilitation de Pétain. Est-ce que quelque part, Marlène Schiappa, ça valide pas le constat que Yannick Jadot avait fait ici dans cette émission ? Il avait accusé Zemmour d'être le juif de service pour les antisémites. Ah non, moi je déteste l'expression juif de service ou arabe de service, j'ai horreur de ça, je trouve que c'est des expressions profondément racistes en fait, qui visent à essentialiser les gens et à les considérer pour ce qu'ils disent. Moi quand je vois Zemmour parler, je me dis pas tiens il y a une personne juive qui dit ci et ça, je vois quelqu'un avec lequel je suis pas d'accord politiquement, qui a par ailleurs une grande culture et qui est un très bon orateur, mais avec lequel j'ai des profonds désaccords politiques, de vision de la société et voilà, mais je n'essentialise pas les gens, je vois pas les gens en fonction de leur origine ou religion. Donc, social. Vous étiez au ministère de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Aujourd'hui, vous seriez ministre. Qu'est-ce que vous feriez pour aider les Français concernant face aux problèmes qu'ils ont à cause de l'inflation? Je déteste les anciens ministres qui vous expliquent qu'ils seraient vachement meilleurs que les ministres qui leur ont succédé. Donc moi, ce que fait le gouvernement actuellement, je trouve ça bien. Il y a une mobilisation. J'étais hier avec Prisca Thévenot qui m'a succédé au ministère des associations, de la vie associative, et qui est mobilisée pour simplifier la vie des associations, pour poursuivre ce qu'on a fait avec le député Quentin Bataillon. Le problème de toutes ces associations qui essaient d'aider les Français et qui ont des problèmes de. Mais écoutez, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui se mobilisaient. Exactement. On a beaucoup parlé de la famille Arnault et moi je trouve ça positif. Moi je salue le fait que la famille Arnault s'engage. J'ai pas compris, je ne comprends pas l'idéologie qui vise à faire en sorte que dès que quelqu'un fait quelque chose, on le critique et on explique que c'est mal intentionné. Pas seulement, j'ai vu passer des tribunes dans certains médias disant c'est un scandale, ils se font de la pub. Mais vous dites c'est bien. Moi je dis que c'est bien, moi je salue bien sûr cette démarche. Le Crédit Mutuel a une démarche aussi similaire en donnant aux banques alimentaires. Ou les pâtes Panzani aussi. Les pâtes également. 200 000 moi tonnes, je trouve ça positif que les marques s'engagent. Les marques, les entreprises, elles ont un rôle en fait. Pas mal de beaucoup en tout cas. Alors, elles ont un rôle dans la société. Je trouve ça très positif qu'elles le jouent. On peut pas tout attendre de l'État non plus. Alors on entend vos critiques contre Jean-Luc Mélenchon, et pourtant
vous savez de quoi je vais vous parler, de qui je vous parlais, de votre papa, Jean-Marc Chiappa, historien, qui a soutenu Mélenchon à la présidentielle. Ça a été un plus ou un handicap d'avoir un père, des parents d'ailleurs, gauchistes quand vous étiez enfant, puis LFI aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si mon père aimerait être traité de gauchiste, mais... À l'époque, il était gauchiste. Aujourd'hui, mon père, il est trotskiste, en fait. Il est trotskiste depuis avant ma naissance, depuis l'âge de 16 ans. Voilà, il est très engagé. Mais vous savez, mon père, pour raconter ma vie 30 secondes, son père, à lui, n'était pas d'accord avec lui non plus. Mon grand-père, il a fondé Force ouvrière en Corse. Il était socialiste. On va parler de la Corse, d'ailleurs. Ouais. Voilà, avec plaisir. Il était socialiste et il aurait aimé que son fils soit au Parti socialiste avec lui. Donc, mais mon père a décidé d'être trotskiste. Vous soyez gauchiste comme lui. Et vous avez... Mais mon père, d'abord, pour répondre à votre question, mon père, ça a été le plus grand atout de ma vie entière, c'est mon père. Politiquement ou pas politiquement, j'ai la chance d'être élevée par quelqu'un qui a des grands principes, des valeurs, qui est intransigeant, qui m'a aussi appris à me débrouiller par moi-même, à me défendre, à répondre, à savoir débattre. Si je sais débattre aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Et voilà, et d'avoir mes parents. Ma mère aussi a joué un grand rôle pendant tout le temps où j'étais ministre. Je devrais pas dire ça, je sais pas si elle sera pas contente, mais elle écrivait à chaque fois aux journaux. Ma mère était proviseure, avant elle était institutrice, avant elle était socialiste, etc. Donc vraiment abonnée à Télérama, l'Obs. Ouais, je pense qu'elle est plutôt au soutien d'Emmanuel Macron, ouais. Mais abonnée à tous ces journaux. Et à chaque fois qu'il y avait un article négatif sur moi, elle écrivait, c'était au courrier des lecteurs. Votre père, c'était compliqué d'avoir un père LFI quand on est ministre de Macron? Ce qui est compliqué, c'est quand, en fait, pour moi, ce qui est le plus important au monde, c'est ma famille. Et donc, j'ai toujours dit que si je devais faire un choix entre me fâcher avec des gens en politique ou avec ma famille, je préfère me fâcher avec des gens en politique. Et ce qui est compliqué, c'est quand les journaux écrivent des choses. C'est arrivé, par exemple, dans des articles du Monde, où ils écrivent qu'on est fâché, qu'on se déteste. C'est pas du tout le cas. Et vous passez même les vacances avec votre père? Bien sûr, moi, je pars en vacances avec mon père en Corse. On passe... Pour son anniversaire, on était ensemble, je suis en train de faire un gâteau quand on lit un article justement disant qu'on est fâché. Des gens qui disaient la fête des pères chez eux, ça doit pas être génial. Les gens imaginent des choses. En fait, Dieu merci, on est en démocratie. Et dans une famille, on peut être en désaccord. Et Dieu merci à la Corse pour vous. Oui, absolument. Ouais. C'est essentiel, la Corse. Bien sûr, je l'ai autour du cou, c'est mes racines. Voilà, oui, c'est vrai, vous avez cette médaille qui représente la Corse. La carte de la Corse. La Corse, île juste. Oui. L'île des Justes, ça vous parle, Marlène Schiappa? Bien sûr. En fait, la Corse n'a dénoncé aucun juif. Alors, en réalité, pour un sujet administratif, mais a refusé de dénoncer les juifs pendant la guerre. Il y a une résistance en Corse extrêmement forte. D'ailleurs, là, ces jours-ci, c'est l'anniversaire de la libération de la Corse, qui était, comme disait le général de Gaulle, le premier morceau de terre française à être libéré. Et en Corse, il y a eu un mouvement de résistance incroyable. Et quasiment toutes les familles corses ont caché à un moment ou à un autre des familles juives ou des enfants juifs. Et vous vous impliquez là-dessus, sur ce travail de mémoire? Oui, moi je suis en train, bien sûr, ça fait plusieurs années, mais là du coup j'ai plus de temps. Je suis en train d'écrire un livre sur notamment la résistance en Corse et le rôle des femmes dans la résistance en Corse. Et le fait qu'effectivement c'était une île, alors elle n'a pas la dénomination officielle, j'aimerais qu'elle l'ait. Mais de fait, c'est comparable au Chambon-sur-Lignon, mais à l'échelle du oui, du exactement. Oui, parce que le peuple corse a été exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi? Comment on l'explique, en résistance. Comment on l'explique? Je pense qu'il y a d'abord l'état d'esprit insulaire. Vous savez, quand vous avez été vous-même envahi, persécuté, etc., à de nombreuses reprises dans l'histoire, vous avez peut-être ce réflexe. Un historien corse m'a dit aussi, vous savez, pour nous en Corse, il n'y a que des Corses en fait. On s'en fiche de savoir si les gens ils sont orthodoxes, catholiques, juifs... athées, c'est des Corses, c'est des gens qui contribuent, voilà. Et puis historiquement, le peuple juif et le peuple corse sont très liés, en fait. Je refais pas l'histoire, mais il y a un lien historique. Et donc vous allez sortir un livre sur ce sujet? Je suis en train de finir de l'écrire, ouais. Et alors, 6 ans ministre, maintenant, vous avez envie de faire quoi? On arrive à la fin de cette émission. C'est vrai que vous allez travailler avec Hanouna comme Ségolène Royal? Écoutez, moi j'ai mon ancien conseiller en communication, Yenad Mlara, qui va commencer là cette semaine comme chroniqueur chez TPMP. Je suis très contente pour lui. C'est vraiment ce qu'on a toujours défendu ensemble, c'est-à-dire parler à tout le monde. Donc il va aller décrypter l'actualité politique. Et je parlais de vous. Écoutez, je connais votre conseiller, mais vous, il est super. On va vous voir sur les plateaux télé ou pas? Est-ce qu'on va vous voir auprès de Cyril Hanouna? Moi, on va me voir, bien sûr, mais moi j'irai là. Non, mais en tant que chroniqueuse. Alors non, pour l'instant, je serai invitée. Après, vous savez que j'ai des autorisations à demander à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si je veux faire quelque activité professionnelle que ce soit. Donc, je vais d'abord poursuivre mes échanges pour voir ce que je fais par la suite. Et vous leur demandez quoi alors à la HTVP? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans les étapes, et je vous remercie d'être mon conseiller France Travail, anciennement Pôle emploi, mais dans mes étapes, d'abord, je regarde ce pourquoi je discute, ce qui m'intéresse, les propositions qu'on m'a faites. Je vais choisir.
Et une fois que j'aurai choisi avec les personnes concernées, je demanderai à la HATVP une autorisation. Mais plutôt dans les médias ou pas le faire. Dans le domaine de la télé ou pas? Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est l'équilibre. Donc, j'ai pas l'intention de passer ma vie à la télé pour commenter ce que font les autres et donner les bons et les mauvais points. Mais bien sûr, je ne m'interdis pas d'intervenir dans le débat public de manière régulière. La politique, c'est fini, vous en rêvez encore? Alors moi, je suis toujours élue. Vous savez, je suis élue de Paris, au Conseil régional d'Île-de-France. Donc, je pense qu'on fait tous de la politique. Vous faites de la politique en étant sur Radio J, en interrogeant, en demandant aux politiques de s'expliquer. C'est une manière de faire de la politique. Non, mais vous. Moi, je ne suis pas élu, je n'ai pas été ministre, mais vous, je suis journaliste. Vous, est-ce que la politique, vous en rêvez encore ou c'est terminé? Vous avez tourné la page? Moi, j'ai été ministre 6 ans. J'estime que j'ai fait mon temps pour cette séquence, en tout cas. Je pense que c'est plutôt sain en démocratie de tourner pour la démocratie, pour le gouvernement et pour moi-même aussi. Vous savez, c'est quand même beaucoup de pression et on perd forcément une part de soi-même en faisant de la politique. Et là, voilà, je suis pas... Mère Teresa disait, si vous voulez changer le monde, rentrez chez vous et occupez-vous de votre famille. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais pendant un petit temps. Ouais. Merci en tout cas, Marianne Schiappa, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À vous aussi. Et à dimanche prochain. Merci. Merci Frédéric Aziza.